and I'm ready with your TLM plus 90 minute abort test. We estimate you have better than a 99% probability of a... Au début du XXe siècle, l'idée d'une station spatiale traverse déjà l'esprit d'un scientifique russe nommé Konstantin Tsiolkovsky. Sur Terre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, aujourd'hui connus sous le nom de la Russie, commencent une guerre froide qui est une période désastreuse sur Terre, mais une période bénéfique pour le début de l'art spatial puisqu'elle aura raison du concept d'une station orbitale. Ce sont les Soviétiques qui se sont emparés en premier de l'idée de Tsiolkovsky et va prendre tout son sens dès 1971. Mais tout d'abord, revenons au présent, en se demandant à quoi sert véritablement une station spatiale orbitale. Aujourd'hui, la référence des stations spatiales est l'ISS qui effectue 15 orbites, soit 15 tours autour de notre planète chaque jour. L'ISS est constamment habité depuis une vingtaine d'années et selon le livre Y a-t-il du Wi-Fi dans l'espace, écrit par Tim Peake, l'ISS a un but double, faire progresser la connaissance et la compréhension scientifique au profit des terriens et faciliter l'exploration humaine au-delà de notre planète. Je rajoute notamment que l'ISS prépare les astronautes au voyage à long terme vers la planète rouge notamment. Ainsi, effectivement, certains de ces objectifs peuvent être réalisés sur Terre, mais l'espace offre des conditions bien plus différentes que sur notre planète. Bon, revenons donc en pleine guerre froide. L'URSS a déjà réussi l'exploit d'envoyer une capsule habitée passer la frontière de l'espace en 1961. 4 ans plus tard, en 1965, le soviétique Alexei Leonov effectue la première sortie extravéhiculaire de l'histoire, ce qui marque une nouvelle victoire pour l'URSS. Alors que tout se passe bien pour l'Union soviétique, elle lance donc leur programme du nom de Salyut visant à la construction de stations spatiales orbitales. Mais il faut faire vite car les États-Unis les suivent de très près puisqu'ils ont déjà lancé leur programme Skylab qui a des objectifs très similaires au programme soviétique. Mais alors, qui mettra en premier une station spatiale en orbite terrestre et qui marquera donc un nouveau point dans cette course à l'espace ? « 1971. Nous sommes le 19 avril de cette même année. Il est 2h40 du matin, heure française. Une fusée Protonka décolle depuis Baïkonour au Kazakhstan. Cette fusée soviétique de 3 étages embarque comme charge utile la toute première station spatiale orbitale. Après un lancement réussi, quelques minutes plus tard, Salyut 1 est mise en orbite avec réussite. Une nouvelle victoire de la part de l'URSS 2 ans après les premiers pas des Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Comme souvent dans cette course à l'orbite terrestre, la NASA arrive peu après en 1973, c'est-à-dire 2 ans après, avec la mise en orbite de leur première station spatiale nommée Skylab. Salyut 1, qui est donc comme vous l'avez compris la première station spatiale, appartient à l'URSS et elle était inhabitée au moment de sa mise en orbite. Avec un espace de 100 mètres cubes, cette station était capable d'accueillir un équipage permanent de 3 cosmonautes à son bord. Ainsi, sans plus tarder, 4 jours plus tard, le 23 avril 1971, est lancée la capsule habitée Soyouz 10 qui embarque Vladimir Chatalov, Alexei Eliseev et Nikolai Rukavishnikov. Le but de cette mission est évidemment de rejoindre Salyut 1 en orbite terrestre. Au lancement, tout est nominal. Et une fois en orbite, Chatalov prend les commandes pour s'amarrer à Salyut 1 et c'est une réussite. Le Soyouz 10 est bien amarré à la station, les cosmonautes vont alors ouvrir l'écoutille permettant d'entrer dans Salyut 1. Ils essayent donc de la démonter, mais ça bloque, ils ne parviennent pas à ouvrir l'écoutille. Bloqués tous les 3 dans leur capsule, l'obligation est donnée de retourner sur Terre à quelques centimètres de la réussite. Soyouz 10 se détache donc de Salyut 1 et vient regagner le sol terrestre après un vol de 5h30. À cette heure-ci, ça fait donc 4 jours que Salyut 1 est en orbite sans aucun occupant à son bord. Mais les soviétiques doivent examiner et régler le problème rencontré durant cette mission avant d'en refaire décoller une nouvelle. Des mois passent et les ingénieurs travaillent dur pour régler le problème de cette écoutille qui, après inspection, est dû à un dysfonctionnement dans un circuit électrique du système d'amarrage. C'est donc 2 mois plus tard, le 6 juin 1971, à 5h55 heure française, que la mission Soyouz 11 décolle, embarquant comme équipage Viktor Patsayev, Georgi Drobovolsky et Vladislav Volkov. Après une course-poursuite avec Salyut 1, la même manœuvre a lieu et l'amarrage se produit à 8h45 heure française. L'écoutille s'ouvre correctement cette fois-ci, et les 3 cosmonautes s'introduisent dans la station inhabitée depuis 48 jours. Leur séjour va être à la fois mouvementé par les expériences scientifiques, mais mouvementé aussi par les dysfonctionnements rencontrés avec la station. Niveau expérience, ils en réalisent des dizaines dans divers domaines comme le médical avec des prises de sang, la biologie avec l'observation de l'évolution des plantes, ou encore les domaines d'astrophysique, géophysique et même chimique. Niveau dysfonctionnement, l'équipage a dû faire face à un incendie qu'ils ont heureusement réussi à maîtriser, auquel cas il aurait fallu partir et abandonner la station en orbite. Mais le plus gros drame de cette mission s'est produit au retour des cosmonautes
cosmonautes sur la planète bleue. Après une mission de 23 jours, et après avoir parcouru 384 orbites, l'équipage se désamarre de Salyut 1 avec succès, pour revenir gagner le sol terrestre. Mais en seulement quelques secondes, une valve de la capsule s'est ouverte lors de la séparation entre le module de descente qui ramène les cosmonautes et le module orbital. Sachant qu'une capsule Soyouz est divisée en 3 parties, le module de retour, le module orbital et le module de service, ces 3 modules se détachent une fois que la capsule est désamarrée de la station. Cette valve, qui s'est donc ouverte lors de la séparation, devait normalement s'ouvrir beaucoup plus tard avec une autre valve lorsque les cosmonautes auraient été environ des 5 km d'altitude. Les 2 valves ont pour but d'égaliser la pression avec l'extérieur une fois que la pression atmosphérique est redevenue à peu près normale. Mais donc, parmi ces 2 valves, une des 2 s'est ouverte à la suite de boulons explosifs qui ont explosé en même temps au lieu de un par un. Sauf que là, les cosmonautes sont encore en orbite, et dehors, ce n'est pas l'atmosphère terrestre, mais bel et bien le vide spatial qui ne comporte aucune trace de dioxygène. Donc oui, vous l'avez sans doute deviné, une dépressurisation se produit et en moins de 10 secondes, une fois la capsule vidée de son air, les 3 cosmonautes décèdent d'hypoxie. La capsule, quant à elle, continue sa mission et vient un quart d'heure plus tard atterrir sur la terre ferme, accueillie par les soviétiques, ne se doutant pas un instant que les 3 hommes étaient décédés. L'écoutille s'ouvre, la réanimation commence, mais c'était déjà peine perdue. Le 2 août 1971, le commandant d'Apollo 15 de la NASA laissa une plaque commémorative où figurent parmi quelques noms ceux de l'équipage du Soyouz 11. 3 cratères de la Lune portent aujourd'hui leur nom, tout comme 3 astéroïdes baptisés en hommage aux 3 cosmonautes. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Merci à Osmos Cosmo pour sa participation. Le prochain épisode de cette série lié aux drames spatiaux, aux morts de l'espace, se passera sur sa chaîne à cette date qui s'affiche actuellement sur votre écran. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu sous cette vidéo et y mettre un commentaire aussi sous cette vidéo. C'est un peu le pack familial, bien évidemment. Pour nous, eh bien, ça ne change pas. On se retrouve toujours mercredi prochain à 18h. C'était la Ref. Allez, à plus.